Bonjour, chers humains. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au 17e épisode des Bulles familiales. Un balado qui met en lumière tous les acteurs de changement qui participent favorablement au tissu social dans la protection de la jeunesse. Je m'appelle Marie-Pierre Lampron et je suis étudiante en 2e année au baccalauréat en travail social à l'Université de Sherbrooke. En plus de ce balado magnifique, je mets sur pied un organisme à but non lucratif d'économie sociale. Mon projet, je vais vous en parler un petit peu plus, c'est une habitation psychosociale qui va soutenir les jeunes adultes qui quittent la protection de la jeunesse. On veut offrir plus que des studios moins chers. On veut offrir un milieu de vie, une intégration au tissu social dans la ville de Magog. Les agents PQJ vont être là pour nous référer ces jeunes. Les études démontrent que les jeunes de la DPJ en transition vers la vie adulte ont plus de chances de vivre des épisodes d'itinérance. 1 sur 3 va en vivre, puis ont 40 fois plus besoin d'aide psychosociale, que ce soit le CLSC. Mon organisme veut donner la chance à ces jeunes-là de se déposer dans un endroit sécuritaire, de se découvrir, d'expérimenter, de développer leur potentiel, de faire un métier qu'ils veulent en favorisant leur réussite scolaire, puis aussi, on veut qu'ils croient en leurs rêves. Les jeunes de la population, en moyenne aujourd'hui, vont devenir autonomes à l'âge de 25 ans. C'est pourquoi mon organisme, on veut les soutenir pendant 7 ans, donc de 18 à 25 ans. C'est une particularité de notre entreprise. Puis, c'est le métier que je veux devenir travailleur social dans cette OBNL-là. Le projet va coûter plus de 6 millions de dollars. On est rendu à la rédaction du plan d'affaires, le montage financier et les règlements généraux. Moi et mon équipe, on est accompagnés par le pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Estrie, la MRC de Memphrey-Magog et le CAE. On a plus de 6 lettres d'appui d'organismes de la mairesse de Magog et du député d'Orford, M. Bélanger. Tu sais, les jeunes de la DPJ sont souvent stigmatisés, étiquetés, victimes de préjugés. Puis, je peux vraiment en comprendre puis en témoigner parce que même moi, j'ai vécu durant toute mon enfance ce genre de regard-là. Puis même à ce jour encore, je vais vous parler un petit peu plus personnellement. Tu sais, moi, j'ai un portrait atypique. Je suis une mère monoparentale exclusive, c'est-à-dire que moi, j'ai une relation non voulue avec un homme non voulu, mais mon fils, je l'ai voulu et je l'adore. Et aussi, j'ai été diagnostiquée tardivement Asperger et TDAH à l'âge de 31 ans. J'ai maintenant 35 ans. Et je suis aussi dans la communauté queer. Je suis lesbienne et je suis en couple avec une femme. Donc, moi, je suis au cœur de plein de croisements d'étiquettes. Mais c'est en parlant, en normalisant, que justement, on va montrer qu'il n'y a rien là. Il n'y a pas d'affaire à avoir peur. Puis justement, cette semaine, j'ai découvert un balado puis une émission merveilleuse qui parlait des femmes Asperger avec Coco Bilévo et une des sœurs Boulay. Je vais vous mettre les liens en référence. Ça donne vraiment le goût, justement, de partager nos étiquettes quand on voit qu'il n'y a rien là. Tu sais, plus qu'on en apprend, plus qu'on a le goût de se connecter. Fait que c'est pour ça que moi, ma mission en vous dévoilant mes vulnérabilités plus concrètement, c'est de montrer au monde que l'humain, il est magnifique dans sa complexité puis son unicité, puis que l'amour, en fait, ça fait pas de discrimination, puis ça guérit bien des maux. Assez placoté, c'était une grosse intro, mais justement, en parlant d'amour, ma prochaine invitée, elle aime d'amour ses élèves, elle aime d'amour la protection de la jeunesse, son travail et le domaine scientifique. Je suis très heureuse de vous présenter une professeure et chercheuse dévouée, Madame Isabelle Lepin. Dans cet épisode-là, elle va vous expliquer vraiment la distinction de la profession. C'est quoi le travail social parmi les autres domaines? Puis c'est quoi les lunettes qu'on met, nous, en tant que travail social, sur le système et sur l'individu? Puis comment les acteurs du milieu de la DPJ font avec leurs outils principaux qui est, entre autres, les émotions. Puis comment qu'on doit protéger ce savoir puis cette expertise-là du travail émotionnel. Donc, je suis vraiment très fière de vous partager cet épisode-là en or. Je vous souhaite une bonne écoute et au plaisir.
Bon matin, Isabelle. Bon matin. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. On est un peu enrhumés. Un peu. Fait que désolé, chers auditeurs. C'est le temps des allergies. Ah, vraiment, vraiment. Puis de l'asthme aussi. Et de l'asthme. Ouais. On va faire notre gros possible. Mais on se plaint pas parce qu'il fait soleil. Ah, il pleut pas, enfin. Puis il fait un peu plus chaud. Ah oui, on est bien. Donc c'est parfait. C'est parfait. Merci tellement de venir à mon balado des bulles familiales. On met en lumière les aspects positifs de tous les acteurs de changement pour la protection de la jeunesse. Mm-hmm. Puis toi, dans le fond, tu étais ma professeure. Oui. La session passée. Exact. Un merveilleux cours parce que c'est un cours vraiment avec une classe inversée. Classe inversée. Puis ça, c'est rare. En tout cas, moi, c'était la première fois que je vivais ça. Fait que t'es pas juste là, statique, t'écoutes un PowerPoint qui t'est comme vraiment plein d'informations garochées. Tu lis ton PowerPoint avant, comme en étant élève. Puis, toi, en tant que professeur, t'es ouverte à répondre aux questions. Puis c'est nous, les élèves, qui t'enlignent vers qu'est-ce qu'on comprend pas, qu'est-ce qu'on veut d'être plus, creuser plus. Puis c'était vraiment le fun. Bien, tant mieux. Bien, en fait, c'est que je trouve que ça a une double fonction. D'abord, c'est de m'assurer que je comprenne où vous vous situez, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous inquiète. Mm-hmm. Parce que, évidemment, vous êtes nombreux, je ne suis pas dans votre tête. Vous êtes une autre génération aussi avec d'autres préoccupations. Mm. Donc, quand vous me faites l'honneur de m'ouvrir un peu sur vos zones d'incompréhension ou d'inquiétude ou d'espoir, bien, ça me permet d'aller m'asseoir juste à côté de vous, puis de faire le voyage en votre compagnie. Et en même temps, c'est un exercice qui montre un peu comment ça se passe, qu'on rencontre des personnes dans nos bureaux. Tu sais, ils n'arrivent pas avec un PowerPoint, avec une carte de c'est quoi qu'ils veulent montrer comme problématique exactement. Puis il faut apprécier, ne pas savoir à l'avance, tu sais, d'être confortable avec un certain niveau d'incertitude. Puis ça nous permet d'être du voyage avec la personne et non pas en train de lui montrer qu'est-ce qu'elle devrait dire ou d'être intéressé seulement à ce qu'on veut entendre. C'est qu'on reste ouvert à tout, en fait. C'est ça, tu nous accompagnais vraiment pas à pas. Puis c'est ça que je trouvais beau quand tu disais, c'est pas du par cœur, je veux pas du par cœur, je veux que vous sachiez où est-ce qu'on peut trouver l'information, tu sais. Mm-hmm. Puis tu nous avais fait des genres de simulations devant la classe de « OK, là, fâche-toi, puis là, regarde comment jouer la TS, tu sais. Mm-hmm. » Puis ça m'a vraiment... J'ai vu ta compétence de... T'es pas juste un prof qui dit de la théorie ou de quoi. J'ai vraiment été flabbergastée de « OK, c'est ça l'expérience incarnée, tu sais. » C'est de l'expérience, mais c'est un mélange de connaissances, de pratiques, de multitudes de situations déjà vécues dans le cadre des fonctions. Mm-hmm. Ça me permet, parce que ça, tu parles entre autres, puis j'imagine qu'on va en reparler, de à quoi ressemble dans la vraie vie le travail émotionnel qui est fait par mm-hmm. les intervenantes. Mm-hmm. Parce que le travail émotionnel, si je peux le simplifier, c'est ma capacité à comprendre mes émotions très, très rapidement, tout en étant capable aussi de détecter l'émotion de la personne qui est en avant de moi. Et je dois utiliser mes émotions pour accompagner celles des autres. Mm-hmm. Mais je ne peux pas le faire n'importe comment parce que la profession nous donne un peu des grandes lignes de ce qui est attendu. Mm-hmm. L'employeur en donne, l'autre mm-hmm. professionnel en donne. Les collègues de travail sur qu'est-ce qu'un travail bien fait. Mm-hmm. À travers ça, va nous dire aussi qu'est-ce qui est attendu. Mm-hmm. Donc, je vais utiliser mes comportements, mes attitudes pour véhiculer l'émotion, pour être capable de venir modifier la tienne. Mm-hmm. Donc, si tu es en colère, évidemment, je vais pas commencer à m'ostiner avec toi. Je vais comprendre c'est quoi cette émotion-là, puis on va travailler avec. Mm-hmm. Puis si je fais un bon travail, puis c'est pas toujours possible, hein, parce qu'il y a des contextes où c'est juste pas possible, bien, si je fais un bon travail, c'est qu'à la fin, non seulement tu seras plus en colère, mais les choses vont être beaucoup plus claires dans ta tête. Mm-hmm. Puis à partir de là, on va commencer aussi à mieux envisager comment on va faire pour se sortir de cette situation-là ensemble. Mm-hmm. Pour que ça reste aussi des apprentissages qui vont être transposables dans pleine situation là, de la vie courante, là, pour être capable de mieux fonctionner avec les autres. Mm-hmm. C'est ça qui est beau, ce travail-là de travail social qu'on apprend en faisant le bac. C'est pas être un robot, appliquer juste des règles. Comme tu dis, c'est un travail émotionnel. Puis toi, en tant que professeur,
tu sais, tu as travaillé à la protection de la jeunesse aussi, puis tu es chercheuse aussi. Tu as été creusée dans ces sujets-là du travail qu'on ne voit pas nécessairement. Le travail émotionnel, c'est quelque chose d'intériorisé. Tu veux-tu juste faire un petit survol général pour nos auditeurs, de cibler tu étais professeur combien de temps? Puis là, tu es chercheuse, ça fait combien de temps? Juste pour voir un peu ton expérience académique, là, vite. Bien, en fait, c'est que je suis travailleuse sociale de formation. J'ai travaillé près de 10 ans en protection de la jeunesse. J'étais spécialisée plus particulièrement en évaluation des abus physiques chez les 0-5 ans. Okay. Donc, j'ai eu la chance d'avoir essentiellement des dossiers de cette nature pendant un bon 4-5 ans. Okay. Je travaillais aussi en diade avec une intervenante, donc je travaillais toujours avec la même collègue. Alors, toutes nos façons de travailler étaient excessivement bien arrimées et ça nous permettait, je pense, de mieux accompagner les gens. Parce que, évidemment, c'est multidimensionnel, la violence. Donc, oui, il y a les comportements que l'on va voir, mais la personne est aussi là. C'est-à-dire qu'elle n'est pas uniquement ses comportements. Donc, il faut être en mesure de bien comprendre si on veut aider, en fait. Parce que je n'ai pas choisi d'être policière. Donc, moi, mon rôle ne consistait pas à mettre en état d'arrestation, de m'assurer qu'il y ait une poursuite aux criminels. Mais mon objectif avec ma collègue était toujours de s'assurer de mettre fin, du mieux en tout cas possible, aux dynamiques de violence familiale, en nous assurant que l'enfant était bien protégé, qu'il n'était pas la personne qui avait nécessairement dénoncé la famille, parce que ça, c'est une autre façon un peu de victimiser les enfants, parce que ça, c'est des problèmes d'adultes, les dynamiques de violence. Donc, quand on demande à un enfant de dénoncer sa famille, là, on rouvre d'autres problèmes aussi. Donc, il fallait réfléchir à comment on peut passer autrement. Puis, de toute façon, on était obligé de réfléchir à cette question-là parce qu'un bébé de 7 mois ne va pas venir te raconter ce qui s'est passé. Donc, on avait cette préoccupation-là. J'ai toujours été très passionnée, en fait, de ce travail-là. Et j'étais aussi avec des collègues passionnés. Donc, ça fait une différence, ça, dans la vie. Et à un moment donné, peut-être au bout d'une dizaine d'années, parce qu'il y a un prix à payer aussi, à accepter d'aller toujours dans des zones quand même assez sombres de la vie. Et, tu sais, quand tu le fais avec tout ton engagement, bien, c'est sûr que... il y a des choses qui t'échappent dans la vie. Tu sais, par exemple, les gens qui étaient heureux juste parce qu'il faisait beau dehors, ben moi, qui fonctionnais beaucoup à l'adrénaline, à un moment donné, tu ne vois plus ces choses-là. Tu sais, puis ça peut aussi avoir un prix dans ta vie personnelle. Puis on aura peut-être l'occasion d'y reparler. Donc, ce qui est à retenir de ce que je dis, c'est que... quand on s'engage dans une profession en relation d'aide et que ce qui est central, c'est le travail émotionnel qu'on produit, parce que sans ça, il n'y a rien qui existe, sinon ce serait des robots, bien, on accepte aussi de payer un certain prix. Puis le prix, c'est que bien, les émotions, ils transforment. Les émotions, ils transforment toujours tout le monde. C'est ça, ça ne disparaît pas. Les émotions, c'est contagieux. C'est contagieux. Puis ça, je vous l'ai dit souvent. C'est évidemment plus une métaphore, mais que quelque chose de comme... Mais effectivement, tu sais, si je le résume, si je suis toujours en train de travailler dans des situations où c'est de la violence, des tentatives de meurtre, beaucoup de souffrance, pour être capable de naviguer là-dedans puis garder un peu la tête froide, c'est qu'on va comme accepter, en quelque part, de ne plus surréagir à ces événements-là. Donc, les intervenantes vont parler d'une carapace, d'un bouclier. Donc, ça veut dire que je vais augmenter ma tolérance à la violence pour être capable de bien l'analyser, parce que sinon, si elle me fait peur, cette violence-là, je vois plus clairement ce qui se passe. Je vois plus les personnes qui sont en arrière. Mais en contrepartie, quand j'accepte d'augmenter ma tolérance à la violence, ça veut dire qu'il y a beaucoup de petits événements de la vie qui sont perçus par les autres comme étant des épisodes de violence qui, pour moi, sont des détails. Oui, parce que toi, tu as été confrontée là, à une échelle un petit peu plus. Puis c'est ça qui est beau d'une travail sociale, comme tu disais, de ne pas juste voir l'acte, mais de voir, comme je pense que tu avais dit dans un cours, comme à vue d'aigle, pour essayer de bien comprendre, de voir
mais pourquoi ça l'arrive? Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça aussi qui est beau dans le travail social. Tu sais, les gens, c'est un petit peu nébuleux. C'est quoi le travail social? Avant, c'était les religieux dans certains pays, même ça n'existe même pas, le travail social. Tu sais, puis il y a tellement de domaines, tu sais, les techniciennes en travail social, bac en travail social, les éducatrices spécialisées, les psychoèdes, tu sais, à un moment donné, tout devient un peu mélangé pour monsieur, madame, tout le monde qui connaît pas ça. Mais ça ne l'est pas tant pour nous, parce que, si je peux me permettre, ça peut ressembler à être des choses qui se ressemblent comme rôle puis comme fonction. Puis ce qui va comme confondre probablement les gens, c'est que souvent, les gens vont penser qu'ils font un travail avec une travailleuse sociale, mais dans les faits, ils sont avec une psychoéducatrice parce que les postes, ils ne sont pas tous libellés travail social. Mm-hmm. On va appeler ça des agents de relations humaines. Donc, il y a plusieurs professions qui peuvent appliquer sur ces postes puis qui vont avoir le même rôle que les travailleuses sociales. Comme en DPJ, tu disais, comme en ça peut être une criminologue. Ça peut être une criminologue, par exemple, en application des mesures, donc pas à la première étape, là, ou la deuxième étape, en fait. C'est compliqué, mais je vais essayer de leur simplifier. Oui. Pour faire de l'évaluation, c'est des actes réservés. Ça veut dire que les travailleurs sociaux, eux autres, sont autorisés à faire une évaluation de la situation familiale. Mmh. Donc, on s'intéresse à la personne, mais on s'intéresse beaucoup aussi à son environnement. On sent pas juste l'environnement, là, les amis, la famille, mais aussi dans quel contexte la personne va vivre, parce que ce qui va faire la différence entre le travail social et les autres professions, c'est le fait d'être formé aussi beaucoup au niveau sociologique. Mm-hmm. Alors que toutes les autres professions qui commencent par psy, par exemple, bien, les formations vont beaucoup viser à comprendre le monde intérieur de la personne, donc l'individu. Ouais. Comment la personne va s'adapter à son environnement, comment elle va s'adapter aux situations, comment au niveau cognitif elle va fonctionner. Donc, c'est toujours centré sur la personne. En travail social, on s'intéresse évidemment à la personne. C'est fondamental, elle est au centre de sa vie. Mais justement, elle est au centre de sa vie. C'est ça. On rajoute, nous, des barreaux de pattes de chaise pour qu'elle tienne plus. Oui, puis c'est là où toute la sociologie, en fait, devient intéressante parce que la sociologie, elle apprend les problèmes un peu en sens inverse. C'est pas de dire, mais dans quoi la personne doit... à quoi doit-elle s'adapter? Mais c'est plus, mais dans quoi on met les personnes qui vont faire en sorte que ces personnes-là vont se comporter de cette façon-là, vont voir la vie de cette façon-là. Parce que c'est pas vrai de dire qu'on arrive tous dans les mêmes conditions dans la vie. Alors, si au niveau de ce qui entoure la personne, on se rend compte qu'il y a des obstacles, le travail social va beaucoup s'intéresser à travailler sur ces obstacles qui sont extérieurs à la personne. Fait que c'est pour ça qu'on va dire qu'en travail social, la moitié de l'ADN, c'est beaucoup la défense de droits individuels et collectifs. Ça veut dire que fondamentalement, si je travaille en protection de la jeunesse, je sais que le système n'est pas toujours juste. Et même si c'est mon employeur, si je me rends compte que le système va augmenter les difficultés des individus ou que la personne ne rentre pas dans la case qu'elle devrait rentrer puis qu'il n'y a rien qui existe pour elle, bien, c'est aussi mon travail de m'assurer de lui donner, en fait, les conditions pour qu'elle puisse mieux fonctionner dans son environnement social, mais aussi de travailler sur l'environnement social. Donc, c'est ça la différence fondamentale entre la profession en travail social puis les autres professions. C'est que nous, on est toujours en train de regarder ce qu'il y a autour de la personne puis de voir qu'est-ce qu'on peut changer aussi autour de la personne. Ça veut dire que les travailleurs sociaux, ils sont hyper importants dans le réseau de la santé parce que par rapport à tous les autres professionnels, c'est les seuls qui ont le mandat de toujours s'assurer que la personne, dans le fond, dans son intérêt, pour sa protection, elle reçoit ce qu'elle a besoin de recevoir. Et si ce n'est pas le cas, c'est à la travailleuse sociale de s'organiser
pour que les services soient différents, qu'il y ait des nouveaux services, ou aussi, des fois, mettre le doute sur la façon d'envisager le problème, où on a toujours tendance à dire que c'est la faute de la personne, puis c'est à elle de s'adapter, alors que, bien, si je prends, mettons, par exemple, tout le phénomène des difficultés émotionnelles et psychologiques des intervenants sociaux, tu sais, on peut dire, ah ben, elles doivent continuer à s'adapter parce que là, elles vivent un burn-out ou elles vivent une fatigue de compassion ou un traumatisme vicariant, en fait, qui dit toujours, ben, la personne est en incapacité d'adaptation au stress, alors que quand tu te vois que c'est entre 30 puis 40 puis 50 bien là, tu te dis, c'est pas juste un problème individuel, on est dans un problème collectif. Donc, les changements doivent être au niveau des conditions autour des personnes, parce qu'à un moment donné, on est arrivé au bout de ce qu'on peut leur demander, ça fonctionne juste plus. C'est ça qui est beau, que tu as travaillé dans le domaine, tu as eu de l'expérience, puis après, tu es allé faire de la recherche par rapport à qu'est-ce que tu as vu pour améliorer ça. Puis tout qu'est-ce que tu vois là, tu l'as mis dans des papiers scientifiques justement pour aider les gens à améliorer le système. C'est ça qui est beau, tu sais. Bien, c'est beau ou c'est plutôt, je continue mon mandat, en fait. Tu sais, moi, j'ai choisi cette profession-là parce que elle me plaisait énormément. Tu sais, ses valeurs, sa façon d'envisager venait me rejoindre énormément. Et après avoir travaillé en protection de la jeunesse, bien, j'ai travaillé aussi au CLSC. Et suite à ça, bien, évidemment, j'ai commencé à enseigner à l'université, à l'UQAM. Et après ça, je suis allée enseigner en technique de travail social dans un cégep au niveau collégial. Même si je me considérais trop jeune, j'avais peur de quitter le terrain parce que c'était ça que j'aimais dans la vie. Puis je me suis rendu compte que, ben, en enseignant à des futurs intervenants, ben, je continuais à en faire du travail social. Ben oui. Parce que là, c'était de retransmettre, en fait, ce que moi, j'avais eu la chance de recevoir par mes collègues plus vieux, par mes professeurs, tu sais, qui rappelaient toujours qu'on est tous interreliés. On ne peut pas faire comme si on était des individus séparés. Tu sais, vous devez toujours regarder les interactions autour de tout. Alors, moi, quand je suis allée enseigner, c'était une autre forme d'interaction parce que là, c'est des discussions, c'est des gens qui s'en vont sur le terrain. Donc, c'est une autre forme de transmission. Puis, je continuais, en fait, à faire du travail social. Et ce qui va un jour me ramener vers le doctorat, c'est que pendant pas loin de 10 ans, encore une fois, je vais enseigner au cégep. Puis au fur et à mesure, je fais de la supervision de stage. Et là, je me rends compte que le système, il change à la vitesse grand V. Et ce que moi, j'avais connu, les conditions que moi, j'avais eues sur le terrain, puis qui m'avait semblé essentiel, ne serait-ce que pour mon équilibre. Exactement. Avec des personnes qui ça fait longtemps qui sont là, d'avoir des mentors, un soutien, une équipe avoir solide. Beaucoup de formation, avoir beaucoup de temps d'échange avec mes collègues sur les discussions, avoir des gestionnaires auxquels j'avais accès quotidiennement, mais qui étaient aussi des personnes excessivement fortes au niveau clinique. Donc, les conversations n'étaient pas sur combien de dossiers j'ai, combien de rencontres j'ai fait. C'était beaucoup au niveau clinique. C'est quelle stratégie on va prendre pour aider la famille à partir du système. T'aider à débloquer pour vrai. Exactement. Puis d'avoir, de considérer en fait tous les éléments, y compris moi dans l'intervention, parce que je me rappelle qu'il y a eu des fois où je me disais, ah, mais cette personne, elle vient profondément me chercher, là, parce que c'est 10, 15 messages de menaces, tu sais, laissés sur mon répondeur par jour. C'était, tu sais, à un moment donné, on vient aussi fatigué de ça. Fait que là, c'est d'aller t'asseoir en disant, ben là, je me sens moins objective parce qu'elle m'épuise, cette personne-là. Donc, stratégiquement, comment on peut faire pour que la personne garde une bonne qualité de service tout en sachant que moi, là, au niveau émotionnel, là, j'ai beaucoup plus de difficultés à me reculer parce que la personne
elle ne fait pas juste m'épuiser, c'est que là, elle me fait sentir menacée continuellement. Donc, faut que là, puis j'ai conscience que là, je commence à avoir peut-être des attitudes plus défensives et non pas parce que je suis bête ou je les envoie promener, c'est pas ça. Mais c'est bon que tu t'analyses, justement, c'est ça, une travail social qu'elle fait. En fait, c'était ça aussi, les supervisions. Donc, il y avait beaucoup cet aspect-là où tout était discuté. Puis là, c'est sans avoir peur que ce soit considéré comme de la faiblesse ou un manque de compétences. Bien au contraire, c'est d'être capable de se voir dans l'action, de comprendre hein, qu'on joue un rôle très particulier. Donc, que ça va donner aussi des choses particulières, puis d'être capable de dire, est-ce que je vois actuellement, c'est la vraie vie ou c'est une personne qui a été poussée à réagir comme ça? Puis ça aussi, il faut être capable de le constater. Donc, tout ça va faire en sorte de me mettre en lumière, cette zone de souffrance toujours de plus en plus que je voyais chez les superviseurs parce que ce qu'on considérait être du surplus, là, qu'on devait couper dans le gras, là, parce que c'était pas en lien avec la productivité ou puis on en revient toujours à dire le problème, c'est la liste d'attente, mais pour nous, chercheurs qui sommes un peu dans les mêmes écoles de pensée, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux structures qui va mettre en scène des situations, on se rend compte que la liste d'attente, c'est un symptôme d'une organisation qui, là, est rendue dysfonctionnelle. Puis il y a plusieurs choses qui sont dysfonctionnelles. Ne serait-ce que d'avoir toujours ramené le pouvoir plus par en haut, le pouvoir décisionnel. Donc, quelque part en haut, oui, c'est du top-down. Donc, quelque part en haut, on décide, selon eux, qu'est-ce qu'un travail bien fait. Puis un travail bien fait, c'est tant qu'il n'y a pas de liste d'attente. Donc, ce qui va beaucoup compter, c'est combien tu as de dossiers, combien de temps tu les gardes. La qualité de ce qui est fait est moins, ne se comptabilise pas, est plus difficile à évaluer. Donc, c'est pas tant ça qui nous intéresse. Même si d'un côté, on est comme, soyez humain, c'est important d'être humain, mais régulièrement, en fait, ça fait aucun sens. Pas fichier Excel, ça, mais de non, toute façon, c'est dur. C'est contradictoire, c'est comme, soyez très humain, mais faites vite. Donc, à un moment donné, c'est sûr que les conditions, c'est quasiment schizophrénique par moment. Alors, ça prenait, je pense qu'il fallait étudier la question plus spécifiquement. Il y avait l'équipe de Mélanie Bourque, José Grenier, qui s'y intéressaient beaucoup à la transformation des services. Puis heureusement, parce que moi, à partir de leurs travaux, ça a commencé à mettre des mots un peu sur ce qu'allaient devenir mes propres travaux. Donc, à force de voir, en fait, cette espèce de situation d'injustice, moi, mon ADN de travailleuse sociale de défense de droits individuels et collectifs a encore ressorti. Puis pour moi, c'était, je retourne faire mon doctorat, puis on va, parce que j'y crois à cette profession-là. Si on disparaît, on est dans le trouble. Parce qu'on est les seuls qui, en théorie, s'intéressent à ces injustices plus organisationnelles, structurelles. Donc, voilà, c'est ce qui va faire que je vais retourner au doctorat. Puis là, je vais m'intéresser aux difficultés émotionnelles, au travail émotionnel, à la transformation des pratiques. Puis on va arriver très facilement à démontrer que les gens ne sont pas en incapacité d'adaptation au stress. Ils sont mis dans des situations qui sont impossibles, qui vont à l'encontre même des valeurs puis de la logique. Tu parles des intervenants? Des intervenantes, oui, exactement. Puis parce que c'est souvent des femmes plus que les hommes. On est majoritairement plus nombreuses. Mais, puis, tu sais, je parle des travailleuses sociales, mais c'est la même chose, en fait, pour toutes les professions en relation d'aide, tu sais. Qui font du travail émotionnel, en fait. Exactement. Donc, le travail émotionnel demande beaucoup d'énergie, demande beaucoup d'engagement, demande d'être appuyé par des collègues en supervision, demande d'avoir des conditions de travail qui te permettent de le faire de façon sécuritaire, parce que c'est pas une ressource à l'infini. Tu sais, je pense que on comprend très bien que dans les métiers de la construction, si on demande à quelqu'un de taper sur un clou pendant 15 heures, ça se peut qu'il se blesse l'épaule à un moment donné. Mais quand on demande aux intervenantes
de toujours utiliser leurs émotions, en fait, pour faire leur travail, mais toujours plus dans une journée, sans jamais offrir de moments, en fait, pour réfléchir, se reculer, revoir leur stratégie, vivre leurs émotions, parce que des fois, c'est triste, des fois, c'est fâchant, des fois, ça peut aussi me dégoûter. Puis ça, c'est toutes des choses qui est quand même assez tabou de dire, mais c'est aussi ça, la vie. C'est pas vrai que quand on arrive dans un domicile où, tu sais, les gens, pour plusieurs raisons, sont rendus dans une situation où le steak haché est pourri sur le... Du Vicks, faut que tu te mettes du Vicks en bas du nez, c'est ça qu'il nous a dit comme truc. Bien sûr, parce que des fois, l'odeur est absolument insupportable. C'est triste. Puis les gens ne sont pas heureux de vivre là-dedans, tu sais, puis il faut que tu restes empathique à ça. Ouais. Mais quand tu as des hauts le cœur, ben il faut normal, que tu c'est pour te protéger, le dégoût, Mais c'est physique, c'est physique. Donc, il y a des fois où, tu sais, je vous disais, ben mettez-vous du Vicks, hein, c'est une odeur qui est quand même assez puissante puis qui va venir masquer le fait que votre cerveau va être totalement occupé par le fait que vous essayez de contrôler votre haut de cœur. Puis pendant que toutes les énergies sont mises à ce niveau-là, ben c'est pas vrai qu'on a l'énergie de tout voir l'ensemble de la situation. Donc, ça demande des conditions particulières pour être capable de bien utiliser ses émotions avec ses connaissances, ses expériences, pour être capable d'être juste pour les personnes en avant de nous, puis d'être capable de bien voir ce qui se passe, pour être capable de bien trouver la façon avec eux. Oui, c'est ça, c'est de la co-création. Les aider. Ouais. C'est une co-construction. Donc, ça, c'est une autre chose. Je veux dire, quand les gens sont rendus à faire leur travail parce qu'ils doivent remplir essentiellement des formulaires, cocher oui, cocher non, puis que c'est ça qui devient la base de tes décisions, mais ça veut dire qu'on réduit, en fait, l'autonomie professionnelle, le jugement professionnel, comme si des calculs mathématiques étaient capables de cerner l'être humain, ce qui est complètement faux. Fait que ça devient difficile aussi de travailler comme ça. C'est important pour la motivation. C'est des piliers fondamentaux de la motivation, l'autonomie. Bien sûr. Puis l'autonomie, en fait, c'est un sentiment de pouvoir sur son travail, sur sa carrière, sur ses valeurs. Donc, si tu m'obliges à faire des choses qui est complètement inverse à ça, en fait, la personne qui paye le prix, c'est moi, mais c'est aussi les usagers. C'est ça, parce qu'elle va se sentir moins compétente. Le travail social ne veut pas non plus. Ça peut pas exactement. Se valoriser, tu sais. Mais c'est comme de dire, puis ça, je pense que les auditeurs peuvent bien le comprendre. Tu sais, c'est comme de dire, mettons, vous devez vous rendre à l'épicerie. Mais là, je vais évidemment vous demander de vous rendre à l'épicerie en 5 minutes. Là, vous allez à votre voiture, puis là, j'ai dégonflé tous vos pneus, j'ai enlevé les freins. Puis là, je suis à côté en train de vous dire « t'as 5 minutes, t'as 5 minutes, t'as 5 minutes ». Ça se peut que vous soyez irrité. Ça se peut que vous trouviez ça injuste. Ça se peut que vous vous disiez « oui, mais à quel prix je vais me rendre à l'épicerie dans des conditions comme ça? » Alors, quand on est sur le terrain avec des êtres humains, puis que ce genre de réflexion-là est toujours présent. Oui, mais à quel prix? Oui, mais est-ce que je peux vraiment les aider? Oui, mais est-ce qu'on comprend vraiment la situation? Oui, mais est-ce que c'est vraiment ça, les traiter avec respect? Oui, mais est-ce qu'on leur a donné la place pour dire qu'est-ce qu'eux autres, ils souhaitent? Quelles sont leurs définitions de leurs propres problèmes? Parce que là, on est aussi dans une société où on diagnostique. Puis là, ça va... Tu sais, on a l'impression que parce qu'on a diagnostiqué, bien là, on sait exactement quoi faire, tu sais. Mais le problème avec les diagnostics, c'est qu'à la base, c'était juste un outil de communication avec les professionnels. Ça n'a jamais dit qui était la personne à travers ça. Ça peut dire que la personne a certaines tendances, mais ce n'est pas l'ensemble de la personne. Non, c'est ça, c'est ça. Donc, quand on s'accroche à des diagnostics, on travaille juste sur une petite portion. Oui, c'est ça. Puis ça se peut que pour la personne, ça fasse aucun sens, ce diagnostic-là. Puis de toute façon, tu sais, ça se peut que si on se met à s'attarder à son histoire, on se rend compte que, oui, ça peut ressembler à ce diagnostic-là, mais mis dans un contexte, ça se peut que ça soit autre chose. C'est ça. Contextuel, ça joue pour beaucoup. Oui. Puis c'est pour ça que c'est important le travail social, parce que cette mise en contexte, elle est importante, cette historique de la personne, de la famille, de son histoire, de son environnement, de ses interactions, de ses réussites, de ses deuils, tout ça compte.
Tout ça compte. Et si je ne prends pas la peine de le comprendre, alors je vais toujours comme mettre des plasters sur des bobos. Oui, c'est ça. Ça fait du sens? Ça fait tellement du sens. Puis tu parlais du travail émotionnel puis des émotions, tu sais. C'est ça qui est beau, tu as l'expérience des PJ, professeur, après ça, maîtrise, doctorat. Mais tu sais, ça, c'est un domaine de ton expertise, le travail émotionnel. Tu veux-tu nous l'expliquer vraiment? C'est quoi? Parce qu'il y a profondeur, surface, tu sais, que nous, on a appris dans notre... Tu sais, que ça fait tellement du sens de « Ah, c'est ça, le travail émotionnel. » Ça, tu veux-tu vraiment nous l'expliquer? Je peux essayer, parce que c'est pas toujours facile à comprendre. C'est pas tranché au couteau non plus, c'est, tu vas évoluer. Il n'y a rien qui est jamais rien tranché au couteau. Tout est toujours évolutif, mais... En fait, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que même si les émotions, on les vit individuellement, okay? Chacun vit des émotions de façon différente, il y a quand même un aspect social dans les émotions. Puis c'est ça, en fait, qui est intéressant. Quand je parle d'un aspect social, c'est que quand je vis une émotion, en fait, c'est que je vais la vivre physiquement, je vais la vivre cognitivement, je vais la vivre affectivement, mais cette émotion-là, elle peut être induite par l'extérieur, d'accord? Je donne un exemple. Si vous êtes en classe avec moi et qu'on commence la classe, puis que là, je vous trouve un petit peu dissipé, des fois, ça arrive le vendredi matin, et là, je peux décider de vous induire une émotion d'étrangeté en montant sur mon bureau, sans aucune information. Je monte sur mon bureau. Là, je viens d'envoyer un message qui n'a pas pris de mots, qui ne m'a pas pris beaucoup d'énergie, mais ça va avoir un effet social. Là, il va avoir comme un effet de « il y a quelque chose d'étrange, il y a quelque chose de bizarre ». Et ce message-là, il va être capté individuellement, d'accord? Puis vous allez tous le vivre de façon différente. Il y en a qui vont rire, il y en a qui vont vivre un certain malaise, il y en a qui, tu sais, ça dépend aussi de ton histoire. Mais ce qu'on sait, c'est que socialement, dans la façon que je vais m'être comportée, j'ai envoyé un message. OK? La musique fonctionne comme ça, les films fonctionnent comme ça. Donc, on va envoyer socialement des messages qui vont, en fin de compte, toujours venir nous dire est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal. D'accord? Donc, les émotions, socialement, nous donnent des indications sur ce qui est normal ou ce qui ne l'est pas. Là, j'utilise ce mot-là parce qu'il y a des situations qu'on considère anormales puis que dans les faits, le sont. Hein? Donc, c'est comme par exemple, la colère est souvent considérée comme quelque chose de négatif, mais souvent, la colère te permet aussi de passer à autre chose. Puis mettre des limites aussi. De te mettre des limites, de t'aviser qu'il y a un danger. Donc, elle n'est pas toujours négative, cette colère-là. Fait que quand je vais parler du normal, là, je fais des guillemets avec mes doigts. On ne voit pas vu que c'est juste audio, là. Mais... c'est pas... il faut faire aussi attention de ce qu'on considère être normal ou pas. Donc, quand je dis que c'est socialement construit, ça veut dire que les émotions vont nous ramener à l'ordre, dans la normalité. Donc, si, mettons, je suis dans une situation que là, quelqu'un se met à crier pour rien, bien, socialement, on va tous ressentir une émotion qui va nous indiquer qu'il y a quelque chose de pas normal. Donc, la personne, elle a comme sorti du scénario attendu, on va dire ça, OK? Donc, oui, les émotions sont vécues individuellement, mais elles ont aussi un aspect social. Puis, ça va aussi permettre de maintenir, en quelque sorte, la loi et l'ordre. Puis là, on ne se rend pas compte, là, parce qu'on va aussi associer des émotions selon les genres. Donc, on va dire, bon, les femmes, on s'attend d'elles qu'elles soient chaleureuses, aimables. Puis là, on va comme, en quelque sorte, induire l'idée qu'on viendra au monde avec ces capacités-là, que c'est typiquement féminin, à la limite génétique. Tu sais, les mouvements masculinistes, ils vont beaucoup là-dedans. Les hommes, c'est correct qu'ils soient en colère. Exactement. Mais moins qu'ils pleurent. Donc, tu sais, les hommes, c'est pas d'émotion ou la colère, c'est correct parce que quand eux autres, ils vivent une colère, puis je veux pas généraliser, mais dans la façon que souvent ça va être perçu, bien, un homme qui est en colère, bien là, c'est quelqu'un qui prend des décisions ou qui met des limites, qui a du leadership, mais une femme qui va avoir exactement la même réaction dans une situation identique, là, on va avoir tendance beaucoup à dire qu'elle est folle, elle est hystérique, elle est TPL, elle est dans sa semaine. T'sais, on va beaucoup associer
à une défaillance, à quelque chose qui ne fonctionne pas, une incompétence, une faiblesse. Donc, on voit aussi que socialement, les émotions ont des fonctions. Ils vont permettre, en fait, de la reproduction d'inégalités sociales. On sait aussi que plus tu as une position hiérarchique, plus tu peux te permettre d'avoir des émotions fortes, alors que quand tu es une personne qui est sous l'autorité, le pouvoir de d'autres, bien, dès que tu as une réaction, bien là, on va dire, tu es résistant. Tu sais, là, tu comprends pas, là. Alors, on voit que l'émotion a un aspect social, d'accord? Quand on s'intéresse maintenant aux émotions du point de vue social, ça veut dire que il y a quelqu'un qui les a déterminées, ces règles-là. Mais qui a dit que les femmes étaient douces, gentilles et aimables, puis que toute personne féminine, en dehors de ça, de ces règles-là, est quelqu'un qui est hors norme, donc qui a peut-être un problème de santé mentale. Qui a déterminé, en fait, que les hommes, eux autres, ils peuvent être en colère. Ou quand ils ont des émotions, bien là, on va les associer à des émotions féminines. Ah, c'est socialement partagé. Évidemment, ce n'est pas une personne en particulier, c'est des reproductions. Là, c'est des histoires. Puis il y a des gens qui seraient meilleurs que moi pour vous parler d'où ça vient, en fait, toute la construction des normes sociales. Comme les archétypes aussi, ça rentre un peu là-dedans. Les préjugés, etc. Donc, mais tout ça pour dire qu'on garde en tête que c'est l'aspect social des émotions qui nous intéresse quand on s'intéresse au travail émotionnel. OK? Quand vous apprenez à devenir travailleuse sociale, évidemment, on vous parle de beaucoup de prescriptions émotionnelles. Ils ne sont pas toujours nommés comme ça, mais on en revient toujours à ça. Ça va être, on va vous demander d'être empathique, on va vous demander d'être objectif, on va vous demander d'être calme, on va vous demander, dans plein de situations particulières, d'être quelque chose de particulier pour faire correctement son travail. Ouais. Ça va? Comme de surface, là? Bien, ça, pour l'instant, on n'est pas encore là. Mais je vais y arriver. Fait que ça, c'est des règles des sentiments, des prescriptions émotionnelles. OK? Donc, quand on étudie le travail émotionnel, on s'intéresse à, mais qui détermine ces règles-là? Est-ce que ces règles-là sont réalistes? Est-ce que ces règles-là sont possibles pour les intervenantes d'être appliquées? Parce que une règle, par exemple, qu'on va avoir au travail, c'est la personne est en colère, elle te menace. Bien, évidemment, tu ne peux pas la menacer en retour parce que tu vas avoir des sanctions. Puis des grosses sanctions. Mais dans ta vie personnelle, là où on ne régit pas, en fait, tes attitudes, tes comportements, tu peux bien répondre comme tu veux à cette personne-là. Hein? Puis c'est pas le même degré d'effort, parce que si je me laisse aller à de l'impulsivité, puis que là, j'ai sorti mon émotion, bien, après ça, puis ça se peut que je me sente coupable parce que là, je le sais que j'ai dépassé les limites. Mais c'est pas la même, je dirais, difficulté que quand je me pile sur moi dans le cadre des fonctions, je me pile sur moi, je me pile sur moi. Dans un ordre professionnel aussi. Exactement. Donc, ça, c'est un travail émotionnel où on dit que c'est un jeu de surface. Ça veut dire que si les règles me demandent d'être X, Y, Z, que là, l'interaction arrive et que ce n'est pas comme ça que je me sens, c'est pas comme ça que je me sens du tout. La personne m'a menacée, j'ai peur, ce qui est tout à fait normal. Ça veut dire que tes émotions fonctionnent bien. Mais je peux pas la montrer, cette peur-là. Alors là, je vais faire un très, très grand effort pour essayer de contrôler mon corps, ça, ma c'est un effort, tête. ça demande de l'énergie. C'est un très grand effort. Là, il ne faut pas que ça paraisse, que je tremble. Il ne faut pas que tu sues, il ne faut pas que tu deviennes rouge. Exactement. Il faut que tu cherches la sortie. Exactement. Puis là, on m'a dit, même quand tu es menacé, il faut que tu restes calme. Alors là, en plus, je déploie un effort pour t'envoyer cette impression-là. Je suis calme. Donc, je dois te parler plus tranquillement. Je vais, à la limite, utiliser des moyens pour pas que tu vois que mes mains tremblent. Tu sais, ça se peut que je les mette dans mes poches. Je vais te regarder dans les yeux. Il y a beaucoup de choses que je vais faire pour véhiculer cette impression que je suis calme. Parce que si je t'envoie pas ça, ça se peut que la situation grimpe. Et si la situation grimpe, je suis toujours plus mal, moi, là. Je suis pas bien, là. C'est ça. Okay? C'est exponentiel. C'est exponentiel. Alors, quand mes émotions vécues ne sont pas celles qui sont attendues,
On appelle ça un jeu de surface. Ouais, parce que normalement, tu serais tout seul chez vous, tu te serais enfui, tu aurais répondu, tu aurais figé, tu aurais réagi autrement. Là, tu es travailleur social. Tu peux pas faire ça, tu as un cadre. Tu peux pas. C'est de l'énergie entre qu'est-ce que tu ressens puis qu'est-ce que tu projettes. Exactement. Surface. Exactement. Ça, surface. Fait on appelle ça le jeu de surface. Celui-là, le jeu de surface, il est assez nuisible pour la santé. Il est normal. On va en faire plusieurs fois par semaine parce qu'à chaque fois que les situations sont imprévisibles, que les émotions qui sont échangées sont beaucoup plus intenses qu'on se serait attendu, si je suis fatiguée, si je suis surchargée, tu sais, de travail, si j'ai fait beaucoup de rencontres dans ma journée. Parce que dans les fêtes, bien, chaque personne va avoir ses émotions. Donc, je vais accompagner l'émotion de plusieurs types de personnes. Donc, je vais devoir utiliser différentes stratégies parce que ce n'est pas les mêmes attendus selon qui est en avant de moi puis c'est qui la situation. Ouais. Donc, plus je fais du travail émotionnel différent, puis même des fois, dans une rencontre, je peux changer de type de travail émotionnel plusieurs fois. Donc, à chaque fois que je fais des efforts pour changer, c'est toujours un retravail. Donc, si je fais beaucoup de rencontres dans ma journée, évidemment, je suis épuisée. Si on me demande de faire des choses auxquelles j'accorde pas vraiment de valeur ou d'importance, ça veut dire que je vais encore être en jeu de surface. Je suis épuisée. Si je peux jamais en parler avec personne, bien, évidemment, ça m'épuise à tous les niveaux, cognitifs, émotionnels. Parce que tu peux te taper sa tête, te dire « Ah, je suis pas normale, je peux pas vivre ça. » Tandis que quand tu parles à quelqu'un d'autre, ben c'est normal, moi aussi, j'aurais vécu ça. Puis ça te permet de revoir des nouvelles stratégies. Ça te permet de bien comprendre l'émotion. C'est une messagère. Donc, qu'est-ce qu'elle est en train de te dire? Est-ce que c'est parce que c'est des comportements qui sont, soi-disant, anormaux? Est-ce qu'il manquait, c'est de mon côté en fait, il me manquait les conditions pour être capable de faire ce que je voulais faire. Il y a multiples facteurs qui peuvent expliquer en fait pourquoi à ce moment-là, ça s'est peut-être pas bien passé. Parce que l'autre type de travail émotionnel, c'est celui qu'on appelle le jeu en profondeur. Ça veut dire que parce que j'ai beaucoup de connaissances, j'ai beaucoup d'expérience, là, je vais être capable très, très, très rapidement de ressentir réellement l'émotion, en fait, que je dois envoyer. Puis ce travail émotionnel qui est le plus puissant, qui fonctionne le plus, qui est le moins dommageable pour moi. Jusqu'à un certain... Répète ça. Tu as dit l'émotion que je dois envoyer. Oui. Fait que, par exemple, comme je parlais au début, qu'il y a un prix à payer, quand on travaille en protection de la jeunesse, je parlais d'un moment donné, tu développes une tolérance à la violence. OK? Qui n'est pas une bonne chose, soit dit en passant. Mais pour être capable de continuer à être au travail puis de bien faire mon travail, il a fallu que je me mette une espèce d'armure. Et là, je ne vais pas réagir à ça. Fait que là, la personne, elle peut comme éclater de colère, puis honnêtement, ça ne me fait rien. Je continue à faire mon travail parce que c'est pas la première fois que je vis ce genre de situation-là, puis j'ai confiance en ce que je suis capable de faire avec mes émotions pour être capable d'arriver là où on doit aller ensemble pour accompagner la personne. Donc, je suis très centrée, en fait. Et là, tout est aligné. Mes comportements, mes émotions. Et je suis en plein dans le travail que je dois faire. Donc, ça, c'est très satisfaisant. Parce que même quand on sort d'une rencontre puis que, tu sais, ça a brassé, c'était pas facile, mais que tu le sais que tu es arrivé exactement où la personne avait besoin d'aide, c'est très satisfaisant. Ben oui. Puis l'effort a valu, en fait, ce travail-là. Tu sais, fait que c'est moins traumatisant, en fait, comme situation. Mais quand je suis toujours en train de faire semblant, puis c'est normal, parce qu'on ne vient pas au monde avec cette capacité de faire un jeu en profondeur. C'est pas vrai, c'est ça. C'est un art, le jeu en profondeur. C'est un art. Puis tu deviens moins épuisé, veux pas, à faire ça? C'est sûr que tu deviens, tu es peut-être moins fatigué selon les recherches, mais il y a un prix à payer. OK. Puis le prix à payer, c'est que si je suis toujours en train de m'habituer à des signaux, en fait, extérieurs et intérieurs, donc à des situations qui sont anormales, puis ma façon de réagir, elle est anormale quand tu y penses, parce que dans le fond, tu me fais une menace. Ce qui est normal, c'est que j'ai peur. Mais non, ça ne me fait plus rien. Donc, j'ai comme défait mes signaux intérieurs pour ne plus l'entendre, cette émotion-là, d'accord? Puis je m'habitue à des signaux extérieurs qui est écrit,
tes menaces. Oui. OK? Bien là, c'est parce que j'accepte de m'éloigner de mon vrai visage. OK. OK? Et plus je m'éloigne de moi, plus je m'éloigne du bien-être à un moment donné. OK? Parce que je suis devenue peut-être quelque chose que je veux pas être au final. Tu sais. Ouais. Je me permets de raconter une anecdote. Parce que quand je suis partie de la protection de la jeunesse, j'avais aimé ce travail avec une passion débordante. Et ça a été 2 ans de désintoxication émotionnelle. Parce que je réagissais dans la vie aux cris, mais puis aux murmures. Donc, tu sais, j'en reviens encore avec cette histoire de quand tu es toujours en train de travailler avec l'adrénaline, puis c'est ça, ta vie. Mais le reste, c'est plate. T'as le goût de sauter en parachute après ça, de faire du bungee, d'aller chasser des crocodiles. Puis là, j'arrivais au CLSC et là, les gens me disaient merci. Et je trouvais ça bizarre parce que c'était pas ça en protection de la jeunesse. Mon travail en protection de la jeunesse était de t'apprivoiser, était de te montrer que je suis digne de confiance, que mon objectif, c'est de faire que ta vie est moins souffrante, puis de le faire à ta façon pour s'assurer que plus jamais on va se recroiser. Donc, je suis un allié. Alors, c'était normal de passer à travers des personnes qui ont peur, tu sais, de ce que tu vas penser, de ce que tu vas décider, ou qui ne veulent pas trop collaborer parce que pour eux autres, c'est pas ça, en fait, le problème. Puis c'est toi qui ne comprends pas. Puis ça, c'est normal. Je veux dire, il n'y a personne qui apprécie des gens qui viennent s'imposer pour leur dire quoi faire. Tout le monde réagit. C'est une loi, tu sais. C'est une loi d'exception. Donc, c'était normal que les gens réagissent. Et là, au contraire, au CLSC, bien là, les gens viennent chercher de l'aide. Mais je trouvais ça tellement Ils étaient sur la liste étrange. d'attente, là. Ils ont attendu pour Ils ont venir te voir. Ils ont attendu. 10 rendez-vous. Ils considèrent tes questions, ils considèrent comment tu t'envisages la chose. Et tu vois, mes signaux étaient complètement rendus dysfonctionnels. Parce que ce qui, pour moi, était normal, c'était la colère, l'intensité, la violence. Puis là, j'arrivais avec des gens complètement en sens inverse. Puis là, c'est sûr aussi que même en termes de problématiques, il y avait, sans m'en rendre compte, il y avait des niveaux de gravité. Fait que, moi, je travaillais avec des enfants, qui étaient lourdement blessés. 0,5 ans. 0,5 ans, avec des enfants, des fois, qui sont morts, en fait, qui sont décédés. Puis là, j'arrivais au CLSC, puis là, les gens venaient me parler de peine d'amour avec leur meilleur ami. Puis ça a son importance, ça l'a, mais pour moi, le réflexe, c'était de dire « Mon Dieu ». Ben oui. Alors, c'est là où tu te rends compte que quand tu acceptes de faire un jeu de travail émotionnel en profondeur, c'est que tu acceptes aussi de te transformer. Puis tu acceptes de t'éloigner aussi de qui tu es. Et quand je suis partie de la protection de la jeunesse, pour moi, c'est devenu très clair, en fait, que la façon que je m'étais transformée était certainement utile pour bien faire mon travail, mais l'était peut-être plus, c'était plus assez adapté pour faire un autre type de travail. Donc, il faut accepter, encore une fois, de revoir ses antennes, de refaire le tour de ses émotions, de laisser la vie reprendre son cours, la vie plus normale. Et c'est 2 ans, en fait. Donc, quand même. Les gens qui acceptent de faire ce travail-là, c'est qu'ils acceptent d'être transformés, de se mettre au service, en fait, des autres. C'est ça, oui. Alors, ça a une grande valeur quand les personnes décident de ne pas juste fournir des efforts cognitifs ou des efforts physiques, parce que quand on fait du travail émotionnel, c'est très physique. Tu sais, on sort de certaines rencontres complètement fatiguées physiquement, parce que tu as sué ta vie, tu as tellement tout contrôlé que physiquement, tu le sens aussi. Tu as des tensions, tu peux avoir certaines douleurs. Donc, le travail émotionnel central dans le rôle des intervenantes, c'est des efforts émotionnels, cognitifs, psychologiques et physiques. Et c'est pas reconnu, ce travail-là. C'est ça qui est beau. C'est invisible. Non, c'est pas beau. Non, mais que toi, tu mettes des mots là-dessus puis que tu dises « c'est pas reconnu ». Ce n'est pas reconnu. Et je pense que c'est le même problème
qui existe dans tous les métiers où on a en fait plus de femmes, donc en enseignement. On peut penser aux infirmières, on peut penser aux techniciennes. Mais tu parlais du burn-out aussi, oui. ça peut amener là, justement, c'est parce qu'après ça, la personne, si elle n'a pas compris que c'était à cause du travail émotionnel, du jeu qu'elle faisait, puis elle prend une petite pause, des antidépresseurs, elle arrête ses antidépresseurs, elle revient au travail, mais c'est la même chose, il n'y a rien qui a changé. S'il n'y a rien qui a changé, évidemment, c'est toi que tu dois changer pour être capable de supporter. C'est ça. Et c'est ça, en fait, la question qu'il faut se demander. C'est jusqu'à quand et combien de fois on va demander aux gens de continuer à s'adapter à des choses dans lesquelles on ne devrait pas s'adapter. Mm-hmm. Parce qu'au final, est-ce que c'est vraiment ça la qualité des services? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on souhaitait comme service en protection de l'enfance, par exemple? Puis quand la réponse partagée par la majorité des intervenantes, c'est non, bien, c'est parce que ça a aussi une valeur quand la majorité des intervenantes vous répondent « En ce moment, je ne peux pas faire mon travail tel que je devrais le faire. » Il faut écouter ceux qui travaillent pour vrai de terrain, puis c'est une expérience, c'est une expertise. Il y en a qui font des recherches scientifiques justement sur ça, là, tu sais, l'expérience terrain. Puis j'avais commencé à lire le papier que tu avais fait pour la maîtrise, puis il y avait une phrase qui m'a marquée. Ça disait « Les lois ne sont jamais meilleures que les personnes qui les appliquent. Mm-hmm. Tu sais, c'est ça qui est beau. Il faut écouter le terrain. C'est comme, on a une hypothèse, on a une loi, on essaye. OK, on essaye, mais après ça, on peut-tu réévaluer puis voir comment on peut faire mieux pour protéger notre monde, tu sais? Puis, par rapport à l'application de la loi, évidemment, c'est pas juste... il y a comme une lutte de pouvoir autour de ça parce que, bon, les intervenantes peuvent appliquer d'une certaine façon la loi, mais à partir du moment où, là, on a d'autres acteurs, comme, par exemple, des avocats, qui vont défendre une interprétation de la loi ou vont trouver certaines failles de la loi, tu sais, on n'est plus dans la logique clinique. On peut être dans une logique légale, dans une logique administrative, mais on n'est plus dans une logique clinique. Mm-hmm. Donc, je me rappelais pas avoir écrit ça, puis aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, c'est exact. J'ai eu de l'inspiration à l'époque. Mais effectivement, je pense qu'au-delà des lois, ce sont des balises, ce sont des lignes directrices, mais c'est à travers les intervenants que la justice, à travers les lois, se manifeste. Donc, je peux utiliser une loi abusivement, je peux faire en sorte de moduler certains aspects de la loi parce que l'intérêt de la personne est prioritaire. Mais ça va toujours passer par les gens qui l'appliquent. Puis toutes les professions n'ont pas les mêmes visées. Puis c'est correct, c'est complémentaire, c'est parfait que toutes ces professions coexistent. Mais les intervenantes, elles ont une mission, elles ont des rôles, il y a des lois qui les encadrent et effectivement, si je suis capable d'utiliser en fait le système ou les lois toujours dans l'intérêt de la personne, alors ça peut être une bonne loi. Oui. Mais si j'utilise les lois contre la personne, parce que là, il faut que je fasse vite, parce qu'il faut que je produise, parce qu'il faut diminuer les listes d'attente, donc on roule, c'est pas une bonne loi. Je sais pas si ça fait du sens. Ça fait vraiment beaucoup de sens. Puis toi, avec ton expérience de DPJ, peux-tu nous dire l'évolution que la DPJ a eue? Tu sais, là, ça fait combien de temps que tu n'es plus à la DPJ, mettons? Bien, ça fait plusieurs années. Là. Ça doit faire, je dirais, peut-être une quinzaine d'années, facilement. Mais tu es encore quand même au courant de vraiment qu'est-ce qui se fait, des gens, des collègues. Fait que, tu sais, est-ce que tu vois un peu de l'amélioration? Est-ce que tu vois on s'enligne où? Est-ce que, tu sais, l'évolution de la DPJ, peux-tu nous faire une petite... comment elle s'est transformée? C'est sûr que même si je ne suis plus, moi, sur le terrain, je continue pareil à toujours circuler autour d'intervenantes qui me font l'honneur de souvent me rapporter un peu comment ça fonctionne. Je vais aussi accompagner des intervenantes seniors, toujours à propos de bien comprendre les difficultés émotionnelles, le travail émotionnel depuis les dernières années en Estrie. Donc, je reste quand même assez impliquée sur le terrain. Tu fais comme de la formation? C'est des ateliers de co-construction. Donc, je les vois pendant 3 mois, à chaque mois, toujours les mêmes groupes, et on va discuter de situations pour être sûr de
de bien la comprendre, pas d'une façon, c'est la faute à l'individu, mais dans quoi on met l'intervenante. Donc, on revoit les conditions de travail, on revoit, par exemple, des situations très particulières, plus difficiles sur le terrain, puis de réfléchir à comment on peut le faire différemment, qu'est-ce que la personne a besoin pour intervenir différemment. Donc, on va tenir compte aussi du travail émotionnel, puis on va beaucoup légitimiser la place des émotions au travail. On les met en lumière, on les reconnaît, puis souvent, ça va soulager beaucoup les gens là, de comprendre que c'est pas dans leur tête, là, ça existe pour vrai, parce que ça met des mots aussi sur ce qu'ils vont vivre. Ça, c'est le CIUS qui t'a mandaté? C'est des ententes, en fait, avec la protection de la jeunesse, mais ça fait suite aussi. Puis il faut dire qu'ils sont généreux parce que j'ai fait plusieurs recherches, puis ils me rouvrent les portes. Ils acceptent que j'ai posé des questions et ils acceptent que les gens parlent. Ça, c'est une grande chance qu'on a. Puis je pense que ça parle aussi de leur intérêt, de leur amour pour leur profession, tu sais. Puis c'est beaucoup les travailleurs sociaux qui participent souvent à leur recherche, qui viennent parler, en fait, de comment ça s'est transformé, les conditions, de tout ce qu'ils ont pu, de ce qu'ils ont besoin, des stratégies qu'elles utilisent, de comment ça va se manifester, les difficultés émotionnelles. Ils viennent parler des doléances, de c'est quoi maintenant la définition d'un travail bien fait versus qu'est-ce que ça devrait être. Mm-hmm. Donc, on a quand même une bonne collaboration, tu sais, des gestionnaires, des hautes instances qui nous permettent, en sachant très bien qu'on va arriver en disant, bien, ça se peut que ça soit au niveau de votre organisation du travail puis de la structure. Donc, ils ne sont pas fermés à ça. C'est merveilleux. C'est un vrai travail collaboratif. Là, oui, puis ça, c'est souvent invisibilisé. Tu sais, on a l'impression que c'est un système qui est un peu replié sur lui-même. C'est un peu le cas à cause de la confidentialité, parce que c'est pas toujours facile à comprendre la réalité, parce qu'il y a beaucoup de nuances, parce que c'est jamais blanc, c'est jamais noir. Mais de signifier qu'ils acceptent quand même qu'on fasse un peu un examen de tous les facteurs, pas juste les facteurs individuels, puis pour qu'on arrive, en fait, à une meilleure compréhension de ce qui se passe. Mais ça c'est intéressant. Mais oui. Mais à travers ces études-là, ce qu'on se rend compte, c'est, bien, plus ça va, moins on reconnaît, en fait, tout l'aspect du travail émotionnel. Tu sais, déjà, on avait de la difficulté à le reconnaître, mais plus ça va, moins on fait en sorte de considérer que les gens exploitent leurs propres émotions dans l'intérêt des autres, puis qu'on contrôle ces émotions-là dans la façon, en fait, qu'on leur dit de faire un travail. Puis que quand ça ne fonctionne pas, il y a très peu d'espace pour l'entendre, parce qu'on continue toujours à aller par en avant. Puis quand je parle d'aller par en avant, bien, c'est cette idée avec, par exemple, la réforme Barrette, mais qui n'était pas la première réforme qui allait en ce sens que bien, il fallait faire plus avec moins, que tout coûtait cher. Donc, nécessairement, on prend pour acquis que c'est au niveau du rendement, c'est au niveau du manque de contrôle que le problème se situe. Donc, la solution, c'est bien, on va standardiser. Ça veut dire qu'on va faire des modèles one fit for all, mais toute personne est unique. Mm-hmm. Donc, déjà, en partant, on a un problème. Et on va s'assurer de calculer combien de dossiers, pendant combien de temps. On va mettre des balises, en fait, à respecter. Mais encore une fois, chaque situation est unique, chaque personne est unique. Donc, on ne peut pas, en fait, faire ce genre de calcul mathématique avec l'humain. Mm-hmm. On n'est pas dans une usine. C'est pas des pièces. C'est ça. Donc, on est parti avec cette logique en disant, il faut faire plus avec moins, il faut couper le gaspillage. Et le gaspillage, bien, c'est toutes les rencontres où les gens... ils produisent pas, selon eux, mais en fait, ils produisent. Quand je suis assise puis que je discute avec ma collègue, puis que je suis en train de comprendre les émotions, rééquilibrer mes émotions, développer des stratégies, peu importe la façon que je le fais, je suis en train de travailler, là. Oui. Ah, je ne suis pas en train de parler du film que j'ai vu le week-end dernier. C'est ça. Mais ça, c'est considéré comme du surplus. Donc, à un moment donné, on s'est mis à couper le nombre de gestionnaires par équipe. Là, ils sont rendus avec des immenses équipes, mais tu ne peux pas connaître toutes les situations de tous tes intervenants avec 20 intervenants sous ta gouverne, alors qu'eux-mêmes ont 20-25 dossiers. Imaginez le nombre.
Puis un jour, on avait déjà calculé, tu sais, dans un dossier, je pouvais des fois être en contact avec 50 personnes différentes pour un dossier. Là, pour connaître tout son contexte. Exactement. Donc, professeur, directeur, garderie, voisinage, famille élargie, les 2-3 conjoints des fois qui sont dans la vie, les anciens, les nouveaux, les futurs. Donc, pour te faire une vraie tête, faites un calcul. Exact. Faites un calcul. Là. Si, mettons, en moyenne, un dossier, il y a 50 personnes impliquées. Chaque intervenant en a une vingtaine. Je ne sais pas, on est rendu à 1000 contacts. Là, tu es une gestionnaire, puis tu as toi-même 20 intervenants. Donc, il y a 20 000 personnes en interaction. C'est juste pas possible. C'est beau vu comme ça. Mais c'est juste... Fait que tu vois que c'est mathématiquement pas possible. C'est ça le travail d'une chercheuse, c'est de mettre des lunettes, d'autres lunettes, tu sais, qui sont logiques. Oui. Puis de mettre des images. C'est pour ça que j'adore. Tu sais, ma profession de scientifique, là. Parce que ça nous permet de porter haut et fort la voix de ceux qui le vivent et qui souvent savent mieux. Et quand les intervenants interrogés disent toutes la même chose, dans des proportions excessivement élevées, puis là, je parle de plus qu'une personne sur deux, 50% disent toute la même affaire, puis qu'on se rend compte qu'ils ne sont même pas dans les mêmes équipes, ne sont même pas dans les mêmes régions, mais ils sont dans le même système. Alors, toutes ces personnes qui pointent des facteurs identiques d'une région à l'autre parlent d'une structure, d'une organisation. C'est des données probantes, ça. C'est des données probantes. Et elles sont intéressantes, ces données-là. Parce qu'on en revient toujours à dire, par rapport à la dernière réforme, Barrette, qui est toute venue fusionner les services alors que c'était toutes des missions qui étaient différentes, avec des besoins qui étaient différents, où là, les gens ont l'impression d'être un numéro, qui produisent des numéros. Alors là, on a un grand problème, là, surtout quand on réalise que depuis la réforme Barrette, c'est 10, 12, 15 cas d'enfants décédés qui étaient suivis en protection de la jeunesse, alors qu'auparavant, on avait eu l'affaire Chafia, peut-être dans les années 2000. On avait eu le tyran de Beaumont, qui était dans la région de Québec. Je pense que c'était dans les années 90. Donc, tu dis 2 situations dans un système qui était autonome, où les gens avaient des grandes marges de manœuvre, où on avait des collectivités qui travaillaient ensemble, où il y avait quand même du temps qui était disponible pour se former, pour discuter. Puis les gens étaient fiers de travailler dans le système, puis ils travaillaient longtemps dans le système. Bien sûr, les gens faisaient carrière, là, tu sais. Puis là, tu dis, OK, nouvelle réforme, on les fusionne, on les met toutes ensemble. Puis là, tu sais, on est capable de répertorier, là, si vous fouillez là, sur Internet, vous allez voir des articles de journaux là, qui vont faire état de ces situations-là. Je sais que le focus est beaucoup sur la situation de Granby parce que la commission d'enquête Laurent va partir suite à ça. Mais dans les faits, c'est parce que toutes les autres ont passé peut-être un petit peu plus inaperçues, mais c'est pas normal. Fait qu'encore une fois, je me dis, bon, j'ai des décès d'enfants, j'ai des intervenantes en congé maladie, j'ai des équipes excessivement jeunes parce que plus personne reste. Plus personne ne veut faire ce travail. Ce sentiment de fierté, de reconnaissance est disparu. Tu sais, les médias, essentiellement, vont focuser sur l'incompétence des soi-disant intervenantes. Puis, ce qui est complètement faux, encore une fois, parce que c'est pas de l'incompétence. C'est des gens qu'on empêche d'être compétentes parce qu'on met des conditions de travail qui ne sont pas conformes à ce qu'elles ont besoin. Donc, de toujours ramener ça à la faute d'individus. Ça fait aucun sens parce qu'on en revient toujours à beaucoup de décès d'enfants, beaucoup de congés maladie, beaucoup de roulement de personnel. Ça parle d'une structure. Ça parle pas d'individus. C'est beaucoup de personnes. C'est pas une ou un autre, là. C'est nous, les humains, qui mettent une structure en place. Exactement. On a la possibilité, justement, intellectuellement, de faire « OK, c'est quoi qui marche pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? » Exactement. Donc, mon métier de chercheuse en travail social, qui, évidemment, c'est de m'intéresser au contexte dans lequel les gens sont positionnés. Donc, l'aspect plus sociologique, en fait, des difficultés.
bien, c'est de montrer que tout ça est en interaction, que c'est tout interrelié, que les personnes, ce qu'on voit, c'est des symptômes de quelque chose de plus large. Et que si on veut se donner les moyens d'être humain, d'être respectueux, de valoriser, bien, encore faut-il qu'on donne des conditions qui vont le permettre, ça. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'on en revient au niveau politique, parce que de refaire une hyper-centralisation avec Santé Québec, où, par exemple, services sociaux apparaît même plus. Puis on l'a tout compris, on l'a tout entendu, puis on a tous été un peu insultés de ça. Parce que tu dis, on n'est jamais valorisé, on est toujours considéré comme quelque chose qui peut copier la santé, alors que c'est complètement faux. Je veux dire, nous, on ne prend pas des radiographies là, pour diagnostiquer quoi que ce soit. Là. Non, c'est ça. Tu sais, c'est beaucoup plus gris, c'est plus nuancé, ça demande beaucoup plus que cocher oui, cocher non, puis on a une solution immédiate. Ce n'est pas la même chose. Donc, là, c'est rendu... Ça prend du travail émotionnel. Bien, ça prend du travail émotionnel. Soit dit en passant, les médecins, les infirmières en font aussi, en santé. Mais ils ont d'autres outils, ils ont d'autres mandats. Alors, ils ont d'autres rôles. Alors que nous, c'est central. Sans ça, il n'y a pas de travail. C'est ça. Donc, encore une fois, d'être caché, invisibilisé, même dans un titre, là, tu te dis, mais où on s'en va? Puis on ne sait toujours pas, en fait, c'est quoi les orientations pour les services sociaux. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ça devient toujours de plus en plus gros, avec toujours de moins en moins de marge de manœuvre. Donc, si les gens pensent que cette nouvelle réforme est différente de la précédente, ben non, c'est les mêmes idéologies. C'est de faire plus avec moins et de penser que plus on va contrôler le rendement, la façon de faire, mieux ça va aller. Puis on le sait là, depuis les dernières années, là, c'est complètement l'inverse. Et pourtant, on continue. On continue toujours sur cette même lancée-là. Toujours sur cette même lancée-là, alors que les services sociaux ne sont pas la santé et ne le seront jamais. Alors, quand la commission Laurent dit il est important de remettre le leadership des services sociaux, de comprendre, en fait, leurs spécificités, leurs besoins. Puis c'est écrit, en fait, dans le rapport de la commission Laurent, bien, quand on voit Santé Québec, que c'est pas ça que ça annonce. Donc, ça va être à voir ce que ça va donner, mais c'est sûr que comme nous, comme chercheurs, bien, on va suivre, on va regarder, on va mettre le contexte dans son histoire, dans ses idéologies, dans les politiques. Tout ça nous intéresse, en fait, parce que, encore une fois, si le travail social devient quelque chose d'éloigné à son mandat premier, qui est la défense de droits individuels et collectifs, pour devenir plutôt des gens qui appliquent des consignes extérieures qui ne font aucun sens avec ces valeurs fondamentales, bien, comme société, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Puis, t'as-tu, avec ton équipe de chercheuses, est-ce que tu t'en vas dans une autre recherche ou c'est encore cette même angle-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu prépares présentement pour ton prochain papier, ta prochaine revue scientifique? Là, j'ai vu que tu avais fait un livre aussi. Tu m'avais envoyé un livre. Ça? Oui, ça, c'est un livre plus de base. Ça. C'est plus un manuel scolaire sur mais ça, le travail social. Que tu aies fait un livre quand même. Mais j'ai eu la chance, en fait, parce que ce livre-là a été écrit par le professeur Van de Saan parce que en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de littérature en français à l'époque. Donc, ce livre-là a été écrit pour les étudiants francophones dans les milieux plus entourés anglophones, dans le coin de l'Ontario. Donc, la première édition, elle date de certainement 15-20 ans. Donc, à chaque édition, elle va être bonifiée, ajustée au contexte où on est rendu. Et le professeur a pris sa retraite et pour lui, c'était important que ce soit des femmes qui prennent la relève. Oh, wow. Donc, c'est un legs d'une valeur inestimable. Et là, on a eu l'occasion je suis retournée, en fait, sur ma table à dessin, moi et mes collègues, parce qu'on est plusieurs. J'ai beaucoup de collègues qui écrivent aussi ce livre-là. Et on a une maison d'édition qui a travaillé excessivement fort aussi pour s'assurer que tout soit clair, transparent,
accessible, bien documenté. C'est un travail de beaucoup, beaucoup de monde. Là. C'est pas juste moi. Ouais. Mais ça nous a permis de retourner sur les valeurs fondamentales, ramener sur ce qui va nous animer, quels sont les buts visés, puis de ramener, en fait, de faire le pont entre la théorie puis la pratique. Ouais. De rendre ça assez concret. Donc ça, c'est pour ça que je dis que c'est une grande chance, parce que je pense que ça arrive pas souvent dans une carrière que quelqu'un arrive sur ton chemin en disant « Est-ce que tu voudrais prendre la suite? » Puis je veux dire, c'est un rêve fou, en fait, là. Mais c'est ça qui est beau, d'accepter ce genre de folie-là, que pour moi, c'est juste normal, c'est beau, parce que t'as une expertise, t'as un point de vue, t'es une femme. Fait que, tu sais, c'est ça... Puis t'es une bonne vulgarisatrice, une bonne professeure. Fait que tant mieux que les gens, justement, ils reconnaissent ça. C'est comme les émotions. Ça capte automatiquement. Tu vois quelque chose, ben toi, c'est ça que tu projettes, tu sais. Mais t'es super gentille, mais humblement... C'est pas de la gentillesse. Non, mais parce que humblement, c'est beaucoup de responsabilités à porter. Tu sais, quand tu acceptes de revoir, évidemment, tu sais, ça a pris des mois et des mois, puis tu es toujours un peu habité sur est-ce que c'est correct, je veux pas partir de controverse, mais je veux être juste. Donc, comment le dire correctement? Donc, c'est beaucoup je dirais, c'est une période d'écriture qui est particulière, tu sais, puis évidemment qu'on souhaite faire en sorte que d'autres personnes aiment le travail social, oui. Puis tu sais, comprennent toutes les possibilités de passion qui existent à travers cette profession-là, puis son importance, puis donc, tu sais, t'espères toujours que tu vas être capable de retransmettre ça au meilleur de tes connaissances, mais t'es pas dans la tête des autres, puis tu sais pas comment il va être lié et reçu, tu sais. Donc, c'est le fun, mais c'est inquiétant aussi. En tout cas, on lui souhaite une bonne vie. Mais courageuse, justement, de l'avoir fait pareil, malgré, justement, tes petites réticences. Puis c'est ça qui est beau, de se lancer quand même, tu sais. Bien, je sais pas si c'est du courage, mais c'est plus, tu sais, d'être digne de cette profession-là. Puis dans cette profession-là, encore une fois, c'est pas tant nous qui est important, c'est qu'est-ce qu'on laisse, tu sais, de quelle façon on co-construit. En fait, avec plein d'autres gens, un univers qui est plus inclusif, est beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus doux, beaucoup plus juste. Donc, je pense que quand ça arrive de ton côté, ben, à part lever la main puis dire présent, tu sais, c'est fondamentalement ça, le travail social. Tu sais, je veux dire, les filles sur le terrain puis les gars sur le terrain, c'est des personnes courageuses. Tu sais, eux autres sont courageux. Tu sais, nous, on est derrière un ordinateur puis on réfléchit. Donc, mais t'es pas juste derrière courage, en étant professeur aussi, veux pas, c'est quelque chose là, d'être confronté là, tu sais, aux étudiants. Puis, tu sais, c'est un sport dangereux. Ça peut en 2025. Ça peut devenir. Mais encore une fois, c'est le fun d'enseigner, tu sais, puis... Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens devant toi, puis chaque situation peut être comprise et interprétée de façon différente. C'est tout un peu de l'inconnu. Tout le temps, tu sais pas qu'est-ce qui va... C'est de l'inconnu, c'est de l'incertitude, comme la profession sur le terrain. C'est ça. Mais je pense qu'il faut faire confiance. Tu sais, je vous fais confiance. Je vous fais confiance dans votre capacité à être brassé. Un petit peu, parce qu'on vous le dit aussi souvent, on va aborder toutes les situations. Il n'y aura pas rien de tabou parce qu'il n'y en aura pas sur le terrain. C'est ça. Donc, aussi bien être capable de faire face déjà. Je préfère que vous soyez fâché ou ému dans ma classe. Oui. Pour commencer un début de quelque chose. Une courbe d'apprentissage, une vraie, versus la vraie vie. Oui, c'est parfait. Puis à la limite, ben, quand je dis que c'est un sport dangereux, ben, c'est sûr qu'il y a des fois, je sors de cours, puis vous m'avez amené sur un terrain glissant des fois, puis j'y vais. Puis après ça, je sors du cours en me disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? C'est-tu correct? » Et là, je vais revoir, tu sais, pour savoir est-ce que j'y reviens le cours suivant, tu sais, parce que je veux pas laisser... Je pense pas, en fait, que l'apprentissage doit se faire par désagrément, par peur ou par émotion forte. Au contraire, je pense que le chemin peut être beau, peut être lumineux. Donc, s'il y a des choses que j'ai abordées qui sont plus dérangeantes,
bien, vous m'intéressez, je veux que vous me rameniez ça. Puis parce tu vas nous écouter, nous accueillir là-dedans, justement, puis on va nous trouver mettre le beau centre, aussi, puis, parce qu'il y a toujours du beau, toujours. Donc, tu sais, puis c'est de vous aider aussi à avoir un cerveau qui fait le switch rapide aussi à ce niveau-là, tu sais, en disant ça peut être très impressionnant comme situation, mais il y a quand même toujours une capacité d'apprentissage, d'amélioration, de lueur d'espoir. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un sport qui est dangereux, tu sais, quand tu décides de faire ce travail-là de cette façon-là, tu sais. Puis aussi, on ne va pas se le cacher, on a toutes des raisons d'arriver en travail social, puis des fois, ça peut être en raison de situations difficiles. Donc, c'est normal qu'au niveau émotionnel, tu sais, on soit peut-être un petit peu plus fragile. Parce que pour moi, ce que vous avez vécu n'est pas un problème. C'est ce que vous allez en faire, par exemple. Donc, si j'arrive en classe, que je suis déjà très heurtée, puis que là, des situations vont faire en sorte que là, tu sais, ça va me faire vivre beaucoup de colère, puis que là, l'objet de la colère devient le professeur, là, ça devient dangereux. C'est un apprentissage, ça aussi, tu sais. C'est ça qui est beau de se responsabiliser, tu sais. C'est ça qui est beau. Puis je vais terminer, là, vu que ça passe vite. Moi, je te parlerai pendant des heures. Il y a une chose que j'avais trouvé beau, puis je voulais donner le titre à cet épisode-là. Tu sais, tu parlais que... Parce que moi, c'est ça, je veux vouloir travailler à la DPJ. Puis tu disais, mettons, tu demandais à un enfant, « Ah, moi, je suis quoi pour toi? » Puis l'enfant disait, « T'es comme une fée. » Ouais. Puis parle-moi donc de cette métaphore-là. Tu sais, moi, là, je sais, j'étais là pendant ton cours, mais... C'est comme un peu, je voulais laisser ça aux auditeurs, l'espèce d'image de la travailleuse sociale, de la DPJ, c'est comme une fée. Pourquoi? Bien, en fait, ça peut être plusieurs choses, mais ce que je vous racontais beaucoup en classe, c'est que vous allez vous accepter de vous utiliser pour devenir ce que la personne en avant de vous a besoin, pour pouvoir elle-même, un jour, être capable de le faire toute seule, par elle-même. Tu sais, nous, on vise toujours le fait que les gens vont devenir autonomes dans leur vie, dans les situations difficiles, tout en sachant que des fois, ça ne sera pas possible parce que les conditions vont l'empêcher, tu sais, par exemple. Mais ce que je vous disais, c'est que quand on travaille, par exemple, avec les enfants, c'est sûr qu'on arrive, tu sais, comme intervenante avec... on porte, en fait, une mission, un rôle, un mandat, mais on porte aussi les peurs de ce qui est retransmis dans la société, tu sais, la vision, tu sais, de comment on va parler des intervenants de la DPJ, comment les parents peuvent aussi percevoir cette intervention-là. Donc, on est porteuse de beaucoup de choses qui est au-delà de ce qu'on souhaite, de ce qu'on voudrait, tu sais. Mais il demeure pas moins qu'au-delà là, de ce rôle-là puis de ce qu'on porte, tu sais, on est en relation avec un enfant. Et cet enfant-là, pour dégager cet espace-là, tu sais, qui est un espace d'accompagnement qui est spécial pour lui. Puis on est toujours en train aussi de réfléchir à jusqu'où je vais m'engager dans cette relation-là, parce que si on sait qu'on part, on ne va pas faire vivre, tu sais, un autre, par exemple, situation d'abandon à l'enfant. Donc, on est toujours en train de réfléchir quel est le meilleur rôle qu'on doit occuper dans l'intérêt de cette personne-là. Puis souvent, bien, quand je travaillais avec des enfants que je savais que je pourrais avoir avec moi pour plusieurs années dans mon caseload parce que j'étais dans les suivis, en application des mesures, bien, j'ai toujours demandé aux enfants, mais moi, je suis qui pour toi? Puis je partais de là. Donc, souvent, les petites filles pouvaient... c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais ça répète un petit gars aussi. Mais souvent, l'idée que j'étais une fée revenait souvent. Puis pour moi, c'était correct de travailler avec ces mots-là, puis cette façon de faire-là, parce que si tu considères que je suis une fée, alors je vais t'apprendre à reconnaître chez d'autres adultes des petits côtés fées, pour pas juste que tu associes quelque chose de quasi magique à moi ou de précieux à moi, mais c'est plus de dire, OK, on va reconnaître chez d'autres personnes les qualités d'une fée. C'est pour enraciner l'enfant à travers un environnement, parce que moi, je pense que l'amour, ça se multiplie, ça se divise pas. Donc, déjà d'apprendre aux enfants à s'attacher à d'autres personnes dignes de confiance. Donc, si pour eux autres, dans leurs mots, quelqu'un qui est digne de confiance, c'est une fée, alors je vais accepter d'être une fée. Puis toutes mes interventions vont faire référence à des comportements de fée ou à des situations de fée,
Parce que j'ai accepté d'aller dans son univers pour lui permettre de comprendre le monde autour selon là où elle est, puis selon ses capacités. Fait que je pense que ça, vous avez bien aimé ça. Mais tu sais, pour les garçons, je peux être un conducteur de camion, là. Tu sais, ça importe peu. C'est dans la mesure où je réussis à venir m'asseoir à côté de toi. C'est ça. Puis que j'accepte de partager ton univers, puis que je considère que cet univers-là, il est précieux, puis que je vais en prendre soin, mais que je vais aussi t'ouvrir cet univers-là à d'autres univers. Oui. Parce que c'est juste un petit temps donné. Exactement. Puis c'est un rôle qui est important, qui est le nôtre, tu sais. Donc, il faut toujours calculer l'intensité. Il faut toujours savoir, en fait, à quoi je vais m'utiliser moi-même dans l'intérêt de la personne qui est en avant de moi. Fait que, tu sais, je le fais... je le faisais avec les enfants, mais je le faisais aussi avec les adultes, hein? Fait que, parce que les adultes, ils t'associent aussi à quelque chose. Donc, à toi de partir de là, là. Fait que, tu sais, des fois, je faisais des blagues, là, tu sais, si la personne considérait que j'étais une menace ou que, tu sais, je vais pas reproduire les mots qu'on peut entendre, mais ça peut être assez élevé, mais tu sais, moi, je peux faire des blagues avec ça en disant, bon, ben la crise de folle, aujourd'hui, elle est fière de toi. Oh, wow! Tu comprends? Ouais. Mais c'est correct, je vais partir de où tu me mets. C'est ça. Puis on va cheminer ensemble. C'est ça, tu vas pas imposer. C'est ça qui est beau. Merci, ça me fait plaisir. C'est ça qui est beau, de mettre en lumière le travail social, que c'est l'autre, en fait. C'est l'individu. C'est l'autre. C'est ça. Puis j'accepte de me mettre au service de l'autre, mais je n'accepte pas qu'on me mette dans des conditions dangereuses, par exemple. Pas plus que j'accepte qu'on met les personnes en avant de moi dans des conditions dangereuses. Non, c'est ça. Donc, c'est ça le travail social. Ouais. Faut jamais l'oublier. Mais merci beaucoup. Ça me fait plaisir. J'ai hâte de lire tes prochains articles scientifiques que tu vas faire. Sûrement que les autres profs, justement, ils vont tout mettre en lumière parce que, tu sais, c'est un travail d'équipe, là. C'est un travail d'équipe, effectivement. Puis tu me posais la question que je vais répondre avant qu'on se quitte. C'est quoi le prochain projet? Oui, là, la prochaine étape. Actuellement, on est en train de s'intéresser aux difficultés émotionnelles puis le travail émotionnel des gestionnaires et des superviseurs en accompagnement clinique, en protection de la jeunesse et dans les services de première ligne et troisième ligne. Donc, pédopsychiatrie, CLSC, Centre de réadaptation. Et on se croise les doigts parce que elles sont bien placées, ces femmes et ces hommes, pour nous dire tout ce qui ne fonctionne pas. Ça prend des années, ça, par contre, faire une recherche scientifique. C'est quand que ça va... Alors là, on a commencé à faire les entretiens. Les gens ont commencé à... oui, parce que ça fait déjà comme 3 ans. Je pense que c'est en préparation. 2 ans peut-être. Donc, il fallait attendre le financement. Après ça, il faut que tu ailles le OK de l'éthique. Après ça, il faut que tu ailles le OK le travail de recherche. Des 6 et des 6 participants. Après ça, il faut comme organiser le travail. Puis là, on part. Donc là, on est déjà dans le recrutement. Donc, on est en cours de cueillette de données. Puis ça va encore durer certainement quelques mois parce que c'est pas toujours facile de rejoindre les gestionnaires parce qu'ils sont quand même assez très débordés par le travail en manque de temps. Donc, on a ça d'un côté. On en a un autre où on est intéressé à savoir où s'en vont les travailleuses sociales quand ils quittent leur fonction. Donc, les trajectoires de sortie. Parce qu'on sait que dans les 5 premières années de la profession, un peu comme chez les professeurs, les enseignantes, en fait, on se rend compte que les personnes changent, en fait, de métier. De branche complètement? Bien, ça arrive. Ou ils vont tout simplement changer d'assignation. Donc, ils vont aller dans un autre point de service, par exemple, dans une autre mission, un autre mandat. Donc, on veut comprendre quels sont les éléments déclencheurs, pourquoi ils partent exactement, puis où c'est qu'elles vont, pourquoi. Oh, wow! Donc, on veut suivre aussi cette trajectoire-là parce que notre intérêt est toujours, évidemment, de vous enseigner le mieux possible, mais aussi de vous donner le plus de clés possible pour vous protéger. Parce que pour moi, vous n'êtes pas des punching bags. Ça, je vous le dis souvent. Vous n'êtes pas des punching bags. On se met au service de l'autre, mais vous n'êtes pas des punching bags. C'est ça. C'est ça. On est notre outil premier de travail. Fait qu'il faut en prendre soin aussi. Exactement. Exactement. Ah, wow! Hey, merci. C'est full intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et toute ton expertise. Ça fait plaisir. Merci. Fait que bonne journée. On se revoit l'année prochaine. À la maîtrise. Oui, à la maîtrise, toi? OK, parfait. Merci. Bonne journée.